Mannschaft, l'équipe de foot allemande, a été contrainte de retirer son nouveau maillot de foot de sa boutique en ligne puisque le nombre 44 à l'arrière rappelait un peu trop le logo des SS. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu notre 6e vidéo de la série Capitalisme sur les nazis? Eh bien si la réponse est non, allez la voir parce qu'elle est incroyable. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 avril et vous regardez l'Actu Réfractaire. Et pensez à vous abonner. Bon, je vous préviens, aujourd'hui on ne parle que d'international. Voilà. Comme ça, c'est dit. Au Sénégal, s'est tenue la passation de pouvoir entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président qui est issu de l'opposition libérale sociale, très soutenu par une majorité de la population. Il a été élu dès le premier tour et il a nommé Sonko Premier ministre. Pour rappel, Sonko c'est le leader de l'opposition qui vient d'être élu. Sonko c'est lui qui avait mené campagne jusqu'à ce que Macky Sall l'enferme et l'empêche de se présenter. La population a fêté le résultat en descendant crier sa joie dans les rues des grandes villes sénégalaises. Bon, faut dire que ça fait 3 ans que la population subit un des taux d'inflation les plus hauts du continent africain, avec ça un chômage de masse, alors que les entreprises étrangères pillent le pays. Alors, ce qui nous paraît intéressant dans le discours du nouveau président, c'est qu'il plaide pour le retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la CEDEAO. Vous savez, cette grande organisation économique et politique d'Afrique de l'Ouest qui organise un blocus contre ces 3 pays où les juntes militaires ont pris récemment le pouvoir. Le nouveau pouvoir sénégalais, qui se dit panafricaniste de gauche, semble proposer des alliances économiques qui permettent à l'économie sénégalaise d'avoir davantage de partenaires. Puisque la ligne de Diomaye Faye, c'est de sortir des rapports de corruption liant le Sénégal avec les multinationales françaises notamment, et il ouvre la possibilité d'alliances économiques avec des pays qui ne sont pas alignés sur la politique française. Donc en fait, il est en train de renégocier les lignes économiques de la politique étrangère du pays pour développer des entreprises sénégalaises privées. Les premières paroles du président ont d'ailleurs cité les investisseurs plutôt que la population sénégalaise. Je voudrais dire à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse. Donc en gros, là, bon, ça veut juste dire, ok, on va diversifier les partenaires du Sénégal, sortir du franc CFA et le sort de la population sera dépendante de ces investissements et de la redistribution de la richesse qu'organisera la nouvelle riche classe sénégalaise. On garde évidemment un œil sur les actualités au Sénégal pour savoir comment le peuple sénégalais va réagir à la politique du gouvernement et si le nouveau président va tenir ses promesses. Passons à une autre info. Alors vous savez, il y a Macron là qui dépense nos milliards d'impôts pour attirer des investisseurs étrangers et construire des usines de batteries électriques et de voitures électriques. Et il y a un mouvement partout en Europe de réindustrialisation. Sauf que pour être rentable, ces boîtes, elles ont besoin d'être automatisées par des robots très performants. Et c'est là qu'entrent en jeu les entreprises chinoises comme Innovance, le leader national de l'automatisation qui exporte de plus en plus à l'international. Face à leurs concurrents, les boîtes chinoises sont moins chères et surtout leur chaîne d'approvisionnement est très stable grâce à de grandes entreprises de logistique chinoises et à leur impérialisme en Afrique qui leur donne accès à une quantité immense de matières premières. Vous le saviez qu'aujourd'hui la moitié des automatisations industrielles dans le monde, elles sont faites par des boîtes chinoises. Et d'après le patron de l'entreprise, le protectionnisme qu'il y a entre la Chine et les pays atlantistes ne devrait pas toucher l'automatisation parce que les industriels européens ne peuvent pas s'industrialiser sans ces précieuses machines chinoises. Ce qui est un peu paradoxal quand on y réfléchit. Pour pouvoir gagner du marché dans l'automatisation, les boîtes chinoises doivent exporter des machines qui fabriquent par exemple des voitures électriques et qui viendront concurrencer les boîtes chinoises. Mais c'est aussi une opportunité pour permettre une vraie réindustrialisation de certains pays. En Afrique, il y a plein d'usines indispensables à la souveraineté des pays qui se montent parce que les boîtes d'automatisation chinoises cherchent de nouveaux clients pour augmenter leurs profits, comme au Burkina Faso par exemple. Bref, voilà, une industrie à suivre de très près. On passe maintenant au point abonné, et merci à toutes celles et à ceux qui nous écrivent sur actu@lecanardrefractaire.org et n'hésitez pas à nous écrire pour nous parler de luttes en cours par chez vous, on les mettra dans la météo des luttes du vendredi. On passe donc à une info qui nous vient de Noé sur une carrière à Mazauges dans le Var. Alors bon, quand Élie a commencé ses recherches, il était refait, il tombe sur un article Victoire dans le Var, la carrière de Mazauges doit cesser ses travaux. Sauf que bon, en fait ça date d'il y a 1 an et évidemment il y a eu du neuf entre temps et pas du bon. D'ailleurs, envoyez-lui des luttes victorieuses sur l'adresse email dont on peut parler, ça le requinquera. Bon, le projet de carrière a repris après que la Cour de cassation ait annulé l'arrêté de la Cour d'appel d'Aix de février 2023 qui faisait annuler les travaux. Et si
cette victoire avait été arrachée, c'est parce que 87 espèces sont en danger si l'exploitation du site se fait. Et la carrière, elle met aussi en danger la plus grosse réserve d'eau du Var. Mais la société de BTP Provence Granula n'en a que faire, puisque selon elle, le projet est validé depuis 10 ans par le Conseil d'État. Alors, tout début mars, les associations qui luttent contre la carrière ont encore essuyé un échec. Le tribunal administratif a refusé de reconnaître la mise en danger d'espèces et en plus a contraint les assos à payer les frais de justice de 2000 € à l'entreprise et à la commune. Voilà, donc si vous aviez un doute, la guerre de l'eau a bel et bien commencé. Comme promis hier, dans la chronique internationale d'aujourd'hui, on va vous parler des frappes israéliennes en Syrie sur le consulat iranien. Mais vous nous connaissez, on va pas juste balancer l'info, non, on va revenir un peu dans le passé pour comprendre vraiment les enjeux. En janvier, l'armée iranienne tirait sur une ville kurde en Irak. L'agence de presse officielle de l'Iran a dit que les tirs visaient des espions israéliens, sauf que les autorités irakiennes ont lancé une enquête pour prouver que c'était faux et dire c'est une attaque contre l'Irak et sa souveraineté nationale. L'attaque aurait visé un civil et pas un espion du Mossad. Mais en fait, on découvre par la suite que le civil en question, c'est un magnat de l'immobilier qui dirige une entreprise dans les hydrocarbures et la sécurité privée. Tiens. Donc il semblerait que la question soit moins celle des espions que celle d'un enjeu de ressources, d'industrie et de jeu d'influence entre hommes d'affaires qui jouent avec la géopolitique pour se faire du profit. Et à ça s'ajoutent les attentats qui ont eu lieu en Iran pendant la commémoration d'un dirigeant politique dont on vous a déjà parlé il y a quelques semaines. Ces attentats ont été revendiqués par l'État islamique, ce qui a permis à l'État iranien de justifier d'autres frappes en Syrie, notamment sur des cibles qui seraient des QG de l'État islamique. Et cette situation très tendue a déjà alimenté l'escalade militaire, mais derrière ça, il y a aussi des logiques de bloc. Par exemple, l'Irak est soutenu par les oligarques français, avec des accords de coopération pétrolière avec Total qui investit massivement dans le pétrole irakien. L'État irakien est aussi l'allié des États-Unis, qui ont littéralement fait une guerre là-bas pour mettre en place un gouvernement qui leur soit favorable. Et qui sont les alliés de l'État iranien? La Chine, la Russie et la Syrie, les ennemis à la fois économiques mais aussi militaires des États-Unis et de ses alliés. Et si on revient à l'actu, le consulat iranien en Syrie a été touché par 6 missiles de Tsahal ce lundi. Parmi les 13 morts, 2 hauts responsables militaires iraniens ont été tués. Donc on a un bombardement israélien au cœur de la capitale syrienne pour frapper un consulat considéré comme un territoire iranien. Voilà, c'est chaud, c'est assez chaud quand même. Le président iranien a déclaré « Jour après jour, nous assistons au renforcement du front de résistance et au dégoût et à la haine des nations libres contre la nature illégitime d'Israël, et ce crime lâche ne restera pas sans réponse. » Le Pentagone s'est vite précipité pour dire qu'il n'y était pour rien. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné la frappe en appelant, je cite, à respecter le droit international et à éviter toute escalade. Et le danger est simple, soit l'État iranien réplique et nourrit l'escalade militaire vers une guerre dont ils ne veulent pas, soit ils laissent passer, mais ils perdent toute crédibilité, puisque qui va croire à la dissuasion militaire iranienne si on peut les attaquer sans riposte? Cette frappe, elle montre encore une fois que la politique israélienne ne se limite pas à lutter contre le Hamas, mais à continuer sa politique de conquête de territoire, tout en multipliant les frappes militaires pour augmenter la tension de la région et casser les alliances politiques qui étaient en cours entre l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Syrie sous l'égide de la Chine, avec le risque de compromettre aussi le rapport de force avec les alliances politiques de l'État d'Israël, parce qu'il avance une stratégie sans en avoir discuté avec les États-Unis qui n'ont pas intérêt à un conflit plus étendu et plus large dans la région. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment demain avec la météo des luttes et quelques autres actus, et pour nous dire que vous êtes arrivés jusque là, n'hésitez pas à mettre un